Bonjour tout le monde, Salem, bonjour. Bienvenue sur ce live où on va interviewer Léa. Il y a déjà des personnes qui te connaissent dans les commentaires, ça Mais c'est oui, top. là, Salem, c'est mon chat que je suis en train de regarder manger juste à côté. Bonjour Nassera, bonjour tout le monde. C'est marrant parce que justement sur un autre compte on est en train de parler de l'ABA en live aussi, c'est très rigolo. Il y a eu un événement récemment, c'est l'ABA Online qui a organisé une conférence. Tu y étais? Non, j'y suis pas allée, mais je pense que je vais y aller dans les prochaines années. Faut que j'y aille. Oui. Il y a des chances qu'on s'y croise, hein, parce que moi aussi ça m'intéresse beaucoup. Alors, comme pour la plupart, comme pour tout le monde, je t'ai demandé de bien vouloir penser à des questions que tu aimerais qu'on te pose. Comme ça, déjà, tu vois, je t'accueille chaleureusement avec un espace de sécurité. Euh, ah bah bonjour, oui exactement, bonjour. Alors n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, tapoter, republier à fond. On va en apprendre plein. Léa est éducatrice en libéral. J'ai Oui. pas, oui, Léa est éducatrice en libéral et pratique la BA. Donc là, c'est pas une méthode, on rappelle, c'est une approche. C'est une science. Voilà, exactement. Et à l'issue de cette interview, on va arriver à faire la différence entre méthode et science et approche. On va tout comprendre. J'ai cru voir aussi que tu travailles pas toute seule. Des fois, tu es en duo. Je travaille très rarement toute seule. En fait, je suis dans un cabinet où il y a principalement des psychomotriciennes. Et D'accord. du coup, on propose des prises en charge ensemble. C'est-à-dire que on essaye de s'organiser avec nos plannings, ce qui n'est pas toujours facile, pour coller les rendez-vous. Et donc, quand les parents ils viennent, ils ont leur rendez-vous avec moi, puis ils enchaînent avec la psychomote ou inversement. Oui. Donc déjà, ils viennent qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, mais pour tout d'un coup. Et, euh, et puis du coup, bah, ça nous fait un travail d'équipe et que moi, je suis Coordonnées. à voir. Ouais. Ouais, coordonnées. Nous, c'est ce qu'on avait eu aussi au tout début. On a eu la chance d'être super bien orienté dès le diagnostic de mon fils. On a été orienté auprès d'un cabinet qui travaillait conjointement avec un deuxième cabinet de psychomotricité notamment. Et donc c'était génial. Salut Lilia. Donc ça, c'est pour le cabinet. Et après, je propose des groupes d'habileté sociale. Ah d'accord, je savais pas. D'accord. Lilia vient de nous dire que tu es l'éducatrice du fils de Sam. Donc, Sam, c'est une de nos modératrices. Peut-être qu'elle voit pas tout le monde, tu vois. Donc, c'est ça les prénoms des parents. Voilà, exactement. Eh ben écoutez, on va commencer d'emblée avec tes questions parce que là il est 10h35. Les personnes reprendront en cours de route. Euh, Ah oui, Ismaël, bien sûr. Ok, ah oui, du coup, t'es dans mon coin en plus. Enfin dans mon coin en région parisienne quoi. oui, oui. C'est rigolo. On aurait limite pu se donner rendez-vous dans un café et faire l'interview en réel. Ouais, enfin, t'es dans quel département? Moi je suis dans le 92. Ok, d'accord. Oui, c'est la Seine-et-Marne. Et- Ouais. Alors c'est parti pour la première question. Donc tu te poses à toi-même la question de pourquoi avoir choisi le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants plutôt qu'éducatrice spécialisée. Oui. En C'est fait, une... et du coup, tu pourras nous expliquer aussi la différence. bah, c'est ça. Après, déjà, je voulais poser la question parce que du coup, tout le monde me présente en tant qu'éducatrice spécialisée, alors que ce n'est pas le cas. Donc, les différences et les points communs, donc les deux, ce sont des diplômes d'État reconnus où j'ai fait, bah, on fait tous 3 ans d'études. La seule différence, c'est que moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, ma spécialité, c'est le développement de l'enfant de 0 à 6 ans. D'accord. Donc, en gros, pendant mes 3 ans d'études, moi, mon objectif principal, c'était l'accompagnement de l'enfant dans son développement et de sa famille. Et moi, j'ai toujours voulu travailler dans le handicap, mais en fait, je voulais travailler avec des enfants en situation de handicap. Et alors, à l'époque, c'était parce que je m'étais dit que je voulais vraiment travailler avec des enfants, donc que ce diplôme était plus pratique pour moi. Mais aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix parce qu'en fait, étant donné que je suis spécialisée dans la prise en charge précoce, le fait d'avoir ce regard super pointu et précis sur le développement de l'enfant, bah, ça m'aide énormément à essayer de proposer des objectifs qui se rapprochent d'un développement qu'on dirait neurotypique en fait. Alors que quand bah, j'ai changé à l'époque, quand je travaillais en structure avec des EduxP, parfois ils n'avaient pas l'idée Je suis en train de dire les questions, du coup ça me perturbe un peu. Non, non, non. Alors, tu sais, on va se mettre une règle. J'ai oublié de faire le petit rappel. Là, on va commencer par les questions que tu t'es posées à toi-même. Parfois, je vais Oui, les intercouper parce que ça va évoquer d'autres questions, tu sais, qui vont être évidentes et qui seront
un peu dommage de poser plus tard, donc on va saisir ces opportunités-là. Et puis il y aura un temps où on va sélectionner des questions dans les commentaires et je te les poserai. Du coup, Après, j'hésite pas je pour les y répondre. sélectionne. Voilà, c'est J'hésite moi pas pour qui, y répondre, voilà, mais en fait, genre, voilà, ah, mais on parle. non, non, t'inquiète, je sélectionnerai. J'ai des modératrices en or massif, dont une qui est la maman du petit Ismaël, du coup, Bah, et de qui vont Kevin. pouvoir de Les appels temps en Kevin. voilà, et donc qui vont pouvoir de temps en temps répondre à des questions si c'est nécessaire, mais et puis faire la modération. Donc nous, on est tranquille, on va pouvoir échanger. En même temps, on s'adresse à tout le monde, et à la fin, je prendrai les questions du public. Mais, non, mais je t'inquiète. C'est juste le temps que je m'habitue visuellement au truc. Pas de souci. C'est ton Hum, premier live TikTok? j'ai fait un autre live, enfin c'était sur TikTok, oui, j'en ai fait sur Insta, mais en fait c'était pour présenter des trucs de 30 minutes hyper rapides. Et en fait, d'habitude, quand je fais des trucs en direct comme ça, c'est des formations. Et donc, Oui, du coup, bah, dès que je vois une question qui arrive dans le chat, mes yeux ils vont direct parce que sinon je parle et je réponds jamais. réflexe. Non, là, tu peux. T'es Voilà. libre. Là, Là, je m'occupe. Vas-y. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ce diplôme-là parce que ça me permet, je trouve, d'avoir un vrai regard sur de la prise en charge précoce. Quand je reçois des enfants de 2 3 ans, bah, en fait, je sais particulièrement les premiers objectifs que j'ai à travailler pour essayer de me rapprocher le plus possible d'un développement typique. Et donc j'aime beaucoup cette spécialité que j'ai, cette particularité, même si encore hier j'étais en ESS et qu'on me présente en tant que l'éducatrice spécialisée et que tout le temps on me présente en tant que l'éducatrice spécialisée. Ouais, bah, du coup, tu vois, c'est aussi un peu le but de ces interviews, justement, c'est que les parents puissent faire la différence d'un métier à l'autre, comprendre les subtilités et du coup être plus impliqués dans les prises en charge. C'est pour ça qu'on fait ça, pour expliquer les métiers, la différence. Bah, c'est pour ça que ça va rester après. Il y a des rediffusions sur un autre réseau social et voilà. Et donc, alors, question qui m'est venue, ça a été du coup plus simple finalement quand tu as fait ta spécialisation avec l'approche ABA. C'était plus simple pour toi de projeter tes connaissances du cadre de tes études. C'était Oui et non. complémentaire. Ok. Alors pas du tout parce que comme ça peut-être on pourrait en faire un lien, mais il faut savoir que moi mes études, mes 3 ans d'études, puisqu'on est à la base destiné à aller en crèche, principalement en crèche, hein, 90% des EJE, je pense qu'elles sont en crèche. Et qu'en crèche, on est juste sur le développement, le bien-être de l'enfant. En fait, moi, j'ai été bercée pendant 3 ans à la psychanalyse. Donc, donc en Ouais. fait, mon chemin vers la BA, il s'est pas fait si naturellement que ça, parce que moi, j'ai grandi, enfin, j'avais 20 ans quand j'ai commencé ma formation. Moi, on me demande, on me dit, t'es formatrice, j'ai pas questionné, en fait, c'était la psychanalyse et c'était comme ça. Et donc, c'est vrai que ça a été compliqué et ça a été surtout compliqué parce que moi, j'ai commencé à faire de la BA pendant mes études. J'ai eu un stage long dans une structure précoce où j'ai pu faire mon mémoire dessus. Et en fait, il a fallu que je remette en question la BA. Alors moi, j'ai très vite été convaincue parce que j'ai vu qu'il y avait des recherches, etc. et que la psychanalyse et l'autisme ne marchaient pas. Bah oui. Du Mais coup. du coup, j'ai dû être confrontée pendant mes 2 dernières années d'études à mes formateurs, des éducs ou des psychologues qui étaient dans mon école et qui intervenaient, à beaucoup de clichés sur la BA, où moi je me souviens d'une une éducatrice qui me disait alors moi personnellement je le ferai jamais parce que c'est pas dans mes pratiques, mais si j'avais un enfant autiste, je voudrais qu'on le fasse pour mon fils. J'étais là, mais alors du coup, pourquoi tu voudrais faire ça à ton enfant si tu voudrais pas le faire toi personnellement? Enfin, c'était plein de trucs que je Ouais. ne comprenais pas, qui n'étaient pas logiques et qui m'avait valu beaucoup de stress à l'époque parce que en fait j'avais peur de pas avoir mon diplôme parce que je présentais mes dossiers avec de l'ABA ou bah, j'en expliquais les valeurs déjà à l'époque parce que je m'y retrouvais dedans. Mhm. Et, même si moi personnellement j'ai vite été convaincue, bah, en fait le trajet lors de mes études n'a pas été si évident que ça quoi. D'accord. Mais du coup, ça reste quand même cohérent. C'est-à-dire que si on dit que c'est des troubles neurodéveloppementaux et avec des troubles du comportement et que on dit bah, on va utiliser l'étude appliquée du comportement. L'ABA pour les personnes qui savent pas, c'est en français c'est l'étude appliquée du comportement. Excusez-moi, j'arrive. Et donc ça fait quand même assez logique de se dire bon bah on va suivre une approche plutôt comportementale puisque c'est des troubles du comportement. Ça fait sens finalement Ah oui, c'est pour ça que moi ça faisait sens direct, mais en fait ça ne le faisait pas. pour d'autres. Ouais, bah moi je me souviens que quand j'ai eu des cours sur l'autisme pendant ma formation, donc moi je travaillais déjà
dans l'autisme depuis 6 mois. J'avais trop hâte d'avoir ce cours parce que je voulais enfin avoir de la théorie en lien avec tout ce que je voyais au quotidien. Et mon prof, qui était en fait psy-caca et qui commence à raconter, moi je les appelle comme ça parce que je trouve que c'est vraiment Ça y est, c'est vraiment, t'as changé de crèmerie radicalement. C'est-à-dire que tu réfutes totalement la psychanalyse. Moi, oui. Mais Ok. depuis très longtemps. Moi, je les appelle la psy-caca parce que je trouve que c'est vraiment de la merde. Désolée, j'ai dit un gros mot, mais voilà. Non, non, bah, écoute, vas-y. Et en fait, non, il nous racontait que si on voulait rentrer en contact avec les personnes autistes, il fallait qu'on tende notre main comme ça, parce que la tendre comme ça, c'était trop ouvert et que ça leur donnait un choix, parce que de toute façon, les autistes, ils aimaient pas être touchés, qu'il fallait pas les regarder dans les yeux, que lui, ce qu'il adorait faire, c'était du front à front, que de toute façon, si une personne autiste, elle parlait, c'est qu'elle était psychotique et qu'elle faisait exprès. Enfin, tout un truc. Et moi, je suis sortie de ce cours-là en me disant, mais c'est pas du tout ça, c'est parce que j'observe. Oh my God. Et c'est C'était récent, ça, comme étude, en plus. Puisque bon, tu ah, m'as mais pas l'air c'est si âgé, quoi. Donc c'est assez récent. 2019. Donc, 2019. Oh là là. mais oui, L'horreur. oui, c'était il y a moins de 10 ans, quoi. Et je sais que cette personne-là, on peut la retrouver sur Internet parce qu'elle a écrit des livres sur l'autisme, etc. Oh non. Oh, Enfin, quand même. Ah oui, en 2025, c'est compliqué, hein, d'entendre ce genre de choses. oui, oui. Ok, ok. Bon, très bon choix, en tout cas. Bienvenue parmi nous. Comment et pourquoi s'est faite la décision de te former à l'ABA? Te poses-tu comme question? Voilà. Alors du coup, le choix m'avait été un peu imposé parce que j'ai fait mon stage long donc dans une structure qui mettait en place de la BA. Donc moi, j'ai découvert un peu tout le truc. Au début, je suis arrivée en me disant mais c'est vachement intensif là, les pauvres, il faut les laisser un peu tranquilles, etc. Et puis au fil des mois, je me suis dit bah ouais, mais en fait, ils font énormément de progrès. Parce que j'ai fait une année scolaire, j'ai fait de octobre à juin, donc j'ai vu tout le parcours en une année et je me suis dit mais en fait c'est vraiment super. Et du coup, ce qui était vraiment trop bien, c'est que j'ai dû faire mon mémoire à ce sujet-là. Donc, j'ai dû creuser énormément sur mon temps perso, enfin, après le stage, pour mes recherches, etc. J'ai trouvé ça trop cool. Et en fait, c'est venu de façon un peu systématique. Et c'est plus tard que je me suis même dit, mais en fait, c'est dans les recommandations de la HAS. C'est-à-dire que Ouais. dans tous les cas, t'as pas le choix, Léa. Alors la HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Pour les personnes qui sont là, qui savent pas, la Haute Autorité de Santé, c'est bah, justement une autorité sanitaire qui fait des préconisations et des recommandations, notamment auprès des professionnels de santé, mais pas que. Et en fait, du coup, quand moi j'ai commencé à travailler, que j'ai eu mon diplôme, j'ai été embauchée dans une structure qui proposait des prises en charge précoces. C'est là où j'ai rencontré Ismaël d'ailleurs. Et en fait, ils nous ont proposé d'avoir des formations sur la BA. Alors, je trouvais ça trop bien, mais j'avais besoin de creuser plus. Et c'est 2 ans plus tard que je me suis inscrite à un DU, donc un diplôme universitaire, à l'université de Lille, Ouais. en ABA, que j'ai fait en alternance pendant 2 ans. Et donc là, je suis diplômée de ce DU depuis 2 ans. D'accord. Oui, parce qu'il faut rappeler que la formation du coup enfin de l'ABA qui se fait à l'université de Lille, c'est quand même une voilà reconnue par l'État. Tout est bien cadré. C'est Tu ça. remets- voilà, tout est clean, tout est nickel, c'est recommandé. Ça veut dire que en l'occurrence, il y a eu déjà suffisamment d'années d'études et de recul pour constater les vrais et les bons résultats dès lors qu'on approche, dès lors comment dire, qu'on applique l'approche ABA. Je sais pas comment le dire exactement, on va le dire comme ça. Les amis, n'hésitez pas à republier le live, comme ça on va pouvoir expliquer à plein de monde ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'approche ABA, surtout de personnes adultes, autistes, qui n'en ont pas eu forcément, qui n'en voient pas l'utilité, qui n'en ont pas eu besoin. Et comme il y a eu aussi des gens un peu mal intentionnés qui ont prétendu pratiquer l'ABA, pas du tout. Euh, Pas très bonne compréhension de tout ça, si bien qu'il y a des familles qui restent un petit peu réfractaires à l'idée de faire intervenir déjà une éducatrice, qu'elle soit spécialisée ou de l'enfance, en tout cas une éducatrice au domicile ou en cabinet, et deuxièmement, de la BA justement. Donc n'hésitez pas à republier, ça pourra aider pas mal de personnes à mieux comprendre. Euh, alors, pourquoi est-il essentiel d'impliquer et de former les... Alors moi je connais la réponse, hein. Mais pourquoi est-il essentiel d'impliquer et de former les parents, et pas uniquement les pros, dans l'accompagnement de l'autisme, selon toi? Voilà, j'ai posé cette question-là parce que souvent, quand on parle d'ABA ou de formation, les parents ont tendance à dire ah bah c'est pour les pros et puis nous on suit. Et en fait, pour me présenter un peu plus,
en plus d'être en libéral et de proposer plein de choses pour les enfants, je suis aussi dans un organisme de formation qui s'appelle Planète TSA et qui propose des formations principalement à destination des parents, qui sont en visio la journée, qui sont à des tarifs très intéressants. Et en fait, moi, je sais que je les propose beaucoup du coup aux familles qui viennent au cabinet parce que ça m'aide énormément dans ma pratique. Oui. Savoir que quand je leur propose des stratégies, ils arrivent à faire directement le lien avec leur formation. Et puis eux aussi, ils sont capables de prendre des initiatives, de pas attendre que j'arrive pour dire ah bah on va essayer de voir ce que Léa elle peut nous proposer. Bah non, en fait vous aussi vous êtes capable de proposer des choses, vous êtes porteur. Et je dis toujours que moi je suis spécialiste de l'ABA et que les enfants ils sont spécialisés de leur enfant et les parents sont spécialisés de leur enfant. Et donc, du coup, c'est ensemble qu'on arrive à faire des vrais trucs, quoi. Et donc, si eux aussi, les parents peuvent se former, bah, on travaille encore mieux en collaboration. Ça permet aussi aux parents de mieux se défendre, je trouve, face bah, à des professionnels ou à l'éducation nationale qui pourraient dire ah bah votre enfant il n'arrive pas à faire ci, il n'arrive pas à faire ça, mais en fait si vous êtes formé, si vous avez les appuis nécessaires, vous êtes en capacité de vous défendre et puis de mieux comprendre ce que vous pouvez proposer à votre enfant. Parce que la prise en charge, c'est pas que du bureau, c'est pas que du travail à table. La prise en charge, elle peut avoir lieu partout, tout le temps, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans un parc, quand on va faire des courses. Et donc, du coup, bah, plus on est sensibilisé, plus on est capable d'aider l'enfant dans tous ces moments de la vie et de proposer en fait un accompagnement qui lui est bénéfique tous les jours. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça la vraie base de la différence entre bah, l'approche et la méthode? C'est-à-dire que à partir du moment où tu es initié à l'approche, ça veut dire que tu sois parent ou que tu sois AESH ou même enseignant, ça veut dire qu'à un moment, tu peux aussi prendre, comme tu disais, des initiatives, quitte à les faire valider par la psychologue ABA ou par l'éduc ABA. Et du coup, bah, c'est aussi travailler vers de l'autonomie pour toutes les personnes, c'est-à-dire pas que pour la personne TSA, mais aussi pour l'accompagnant, pour l'aidant. C'est un peu ça la différence finalement. Bah, c'est ça. Parce que en fait, pour moi, la méthode, en fait, c'est un petit livret qui nous explique les stratégies et puis on réfléchit pas, on les met en place comme ça. Comme une Puis recette. voilà, c'est ça, Ouais. c'est une recette et qu'importe que l'enfant il ait besoin de renforçateur, qu'il ait pas besoin de renforçateur, qu'il ait des comportements défis, qu'il ait pas de comportement défi, bah t'appliques ta recette pareil. Sauf que bah ça fonctionne pas pour tout le monde et c'est ça qui est vraiment bien quand on se forme, c'est que moi j'aime bien regarder les parents qui disent ah mais en fait moi je fais pas correctement, j'aurais dû proposer ça à la place, ou alors ah mais c'est pour ça que moi j'arrive pas à enlever mes renforçateurs et que du coup bah on me dit tout le temps que je propose trop de renforçateurs et que mon enfant il y est devenu dépendant, etc. et que c'est pas bien et que c'est du dressage et tout. Mm. Mais c'est parce qu'en fait il y a plein de choses dans l'ABA et c'est pas que justement des renforçateurs ou des contrats de jetons. Il y a des choses pour les retirer, il y a des choses pour il y a il y a plein de renforçateurs différents et donc du coup bah, se former c'est être sensibilisé à ça et de se dire ah bah quand je m'en place quelque chose je sais comment l'enlever, je sais comment l'ajuster, etc. Et c'est pas juste ma recette et j'ai juste à la suivre et voilà parce que ça ne marche pas. Bah oui. Et justement, c'est marrant cette histoire que l'ABA, tu vois, c'est fait partie des questions que j'intercale entre les tiennes. C'est marrant cette image que l'ABA véhicule de dire bah c'est que de la carotte et c'est que des économies de jetons, mais en réalité il y a tellement d'autres outils. C'est étonnant que ce soit que ceux-là qui sont mis en avant. Et bah parce qu'en fait les gens ils se sensibilisent mais pas en fait ils se sensibilisent en regardant deux trois articles sur internet et puis ça y est ils disent ah j'ai compris l'ABA et ils en ont fait un lien que l'ABA c'est les renforçateurs mais même encore aujourd'hui moi du coup on me présente souvent comme l'éducatrice ABA et donc ça y est dès que ça parle de renforçateurs bah là tout le monde me regarde et je suis là bah en fait c'est pas que le renforçateur qu'il faut mettre en place, il y a plein d'autres choses et puis des fois c'est pas un renforçateur qu'il faut mettre en place. J'ai des enfants pour qui il n'y a pas de renfort en fait et on n'est pas obligé d'avoir des renforts à tout prix. Mm. Euh, Oui, ça dépend des profils. C'est en ça que c'est complètement une approche, c'est-à-dire que ça dépend réellement du profil de l'enfant. A-t-il besoin, n'a-t-il pas besoin? Et en fait, c'est aussi la difficulté, je pense, pour les parents, c'est-à-dire de se projeter dans cette approche, parce que justement, c'est pas une méthode. ouais, Justement, c'est pas dans leur conception, c'est pas tangible. C'est peut-être ça finalement qui freine. bah c'est ça. Et puis surtout que du coup, puisque tout le monde se dit que c'est les renforçateurs et de toute façon, généralement, les renforçateurs, c'est les professionnels qui gèrent. Bon, bah du coup, je me pose pas plus de questions, je laisse les pros faire. Et alors que non, en fait, vous pouvez aussi proposer plein de choses à la maison.
en ayant besoin de renforçateurs ou non, mais on parle dans l'ABA de comment on va augmenter un comportement, comment on va en réduire un, comment on peut le guider, comment on peut apprendre de nouveaux comportements et effacer des comportements des filles. Enfin, il y a plein de choses différentes qui existent dedans. En plus, quand on va parler, par exemple, de guider un comportement, ben, il va y avoir au moins 6 ou 7 stratégies de guidance différentes. Enfin, tout, c'est très varié. Hmm. Et moi, bah, justement, ça m'a demandé 2 ans d'études quand même, donc Bah c'était oui. temps. Et encore, je dis que ça m'a pris 2 ans d'études. Je sais pas encore tout parfaitement sur l'ABA, et il y a des trucs que j'ai oubliés que je mets pas en place parce que c'est des choses que j'utiliserais moi. Nous, on nous avait fait faire des graphiques, des trucs, c'était un enfer, mais Oui, des outils de cotation, c'est ça? ouais, bah, c'était encore des trucs plus poussés que les outils de cotation pour évaluer en fait ce qu'on travaillait, et ensuite il fallait qu'on fasse. Je les utilise plus, mais c'était un enfer. Mais c'est des choses que je propose pas aujourd'hui aux parents parce que c'est pas ce qui est le plus utile sur la pratique. Hmm. La cotation, c'est bien, c'est pratique, mais c'est pas ce qui est le plus réaliste. C'est pas le plus important. Ouais. Et du coup, tu fais après, on revient à tes questions, parce que tu as parlé de formation tout à l'heure. Tu fais une différence entre les formations destinées aux parents et la guidance parentale? Oui, complètement. Alors, la formation, moi, quand je vais donner une formation, bah, j'ai un programme de formation et dedans, je vais y proposer, je sais pas moi, une quinzaine de stratégies différentes où je vais fournir beaucoup d'exemples. On va faire des exercices dessus pour expliquer en quoi ça consiste. Par contre, la guidance parentale, c'est une formation pour comprendre son enfant Oui. en utilisant l'ABA. Mais par exemple, il y a des parents pour qui je fais des guidances parentales où je vais pas. En fait, je vais leur expliquer les stratégies que l'on met en place, mais je vais pas leur expliquer les vraies définitions scientifiques à l'ABA, alors que quand c'est une formation, je vais le faire. D'accord. Et leur dire, bah là, c'est du renforcement. Le renforcement, ça consiste en ça. Et je leur donne les vraies définitions scientifiques. Je leur explique vraiment le bout du bout, mais c'est une formation d'une journée, donc Oui, c'est oui, c'est un table. peu plus riche. Ok, d'accord. Bah, on est d'accord que à la sortie de tes formations, ils peuvent pas prétendre à éduquer autre chose que leur enfant, autre chose, quelqu'un d'autre que leurs enfants. L'ABA, comme ça, c'est dit aussi, c'est pour tous les êtres vivants. Moi, je fais de l'ABA avec mon chat. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, je le fais aussi avec mon chat. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il a pas des comportements des filles, mais il a quelques troubles du comportement. Et là, bon, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais des fois, sur Instagram, quand je parle de stratégie ABA, que je mets en place le nom d'éducatrices qui me répondent, je le fais avec mon mari, ça, etc. J'utilise ces stratégies-là d'ABA avec mon mari, etc. Donc ça me fait toujours rire de voir qu'on ne l'utilise pas qu'au travail. Oui, oui, bah peut-être que tu l'as vu déjà sur les réseaux, sur TikTok, il y a les ateliers Mommy Pop qui s'appellent la TikTokeuse s'appelle Hanan. Elle a développé un intérêt spécifique pour l'ABA et elle a une agence d'intérim, mais à chaque fois elle dit moi je l'utilise dans les ressources humaines et c'est vrai, finalement ça serait tellement plus pertinent que ce soit même moi j'ai fait du management international, du management d'entreprise et je me dis mais ça devrait être transmis. Ça commence à être fait dans les entreprises, Ah bah oui. surtout les entreprises américaines où ils commencent à mettre en place des systèmes de renforcement, mais il commence à y en avoir. Il commence à y en avoir dans les collèges, les lycées, enfin ça Oui. dépend, mais en fait, des fois, c'est pas présenté comme de l'ABA en fait. Oui, oui, bah oui, du coup. Mais ça reste quand même de l'analyse du comportement. N'hésitez pas à republier le live, les amis, à tapoter. Et on reviendra à vos questions. J'ai vu passer quelques questions, ne vous inquiétez pas, je les ai notées. On enchaîne. Est-ce que l'ABA est vraiment une approche réservée aux jeunes enfants autistes? On vient de le dire. On vient justement, on a anticipé la question. Du coup, on va continuer. Donc, en gros, on va vous répondre, hein, c'est pas que pour les enfants autistes. D'ailleurs, il y a Caroline, je ne sais pas si tu es encore là, l'orthophoniste qui a le compte extraordinaire, qui s'est déjà prêté à l'exercice de l'interview, qui va se reprêter à l'exercice de l'interview, qui a écrit sous la vidéo où j'annonçais l'interview que à la base, l'ABA n'a pas été conçue pour les personnes autistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Moi, du coup, Ouais. alors déjà, les premières expériences qui ont été faites en ABA, c'était pour de la physiologie. Donc c'était pas du tout, enfin vraiment la physiologie. Je sais pas si vous voyez, c'était l'expérience du chien avec la cloche. En gros, C'est un peu pavlovien, ça, non? Ça me dit oui, un truc. Oui, c'est ça, hein.
En fait, Pavlov, il a mis un chien il a pris un chien et il s'est rendu compte que quand il lui présentait sa gamelle de croquettes, le chien se mettait à saliver. Et il s'est dit, tiens, il y a un stimulus qui provoque un comportement, donc le comportement de saliver. Et ensuite, il a secoué une cloche et il a fait devant le chien et le chien, il a pas salivé, il s'est rien passé, le chien, il connaissait pas la cloche, il se passe rien. Et il se dit, ok, donc quand il y a un stimulus neutre, il n'y a pas de comportement. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, Pavlov, il a associé cette gamelle de croquettes à sa petite cloche. Et donc, il faisait les deux en même temps. Et au bout de quelques semaines, il a retiré la gamelle de croquettes et il proposait juste la cloche. Et en proposant la cloche, le chien se mettait à saliver. Parce qu'il avait fait un lien que quand il entendait la cloche, il aurait ses croquettes. Ouais. Et donc, du coup, il a gagné, je crois, le prix Nobel de physiologie à l'époque. Mhm. En fait, ça, on est sur les bases de l'ABA, sur les bases de l'analyse du comportement. Et à la base, on est sur une étude avec un chien qui salive ou non. Et ensuite, on est arrivé à plein d'autres études. Enfin, il y a d'autres expériences qui ont été faites. Est-ce on peut provoquer des émotions? Est-ce qu'on peut réduire des Ouais. émotions? Et en fait, c'est qu'en 1989, alors que les expériences, elles ont commencé dans les années 60, un truc comme ça, Voilà. quelqu'un s'est dit, ah ben tiens, je vais essayer de proposer un programme, donc c'était Skinner, je vais essayer de proposer un programme pour développer les comportements verbaux, etc. Et il a mis des années à le développer, et en France, ce n'est arrivé qu'en 2002. D'accord. Bah, c'est comme ça que, en fait, c'est à cause de, enfin, cher public, c'est à cause de Pavlov que vous entendez des légendes urbaines sur la BA. Je rappelle donc, comme tu l'as indiqué, les expériences de Pavlov, dans les années 60. Ouais. On est en 2025. Bien sûr que tout a évolué et s'est adapté. En plus, on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conclusions aux études. On a plus de recul, on a mieux aménagé. Voilà. Certes, si au début, on pouvait parler de conditionnement, là, c'est plus trop le cas. Non, et puis après, il y a toujours du conditionnement, mais en fait, il y a de l'éthique aussi dans la BA. Voilà. C'est ce que j'aime beaucoup répéter quand je fais des formations. La BA, et c'est ce que j'aime dedans, c'est qu'elle évolue avec le temps. C'est pour ça qu'on parlait de l'événement ABA Online. C'est parce qu'en fait, tous les ans, tout le monde se rejoint et puis on se dit, bah voilà, ça on le fait plus, et parce que l'approche évolue avec le temps. Surtout, elle évolue. La BA qu'on utilise par exemple dans l'autisme, elle évolue avec les recherches que l'on fait sur l'autisme. Moi, quand j'ai commencé à faire de la BA, bah, c'était il y a presque 10 ans. Et à l'époque, bah, on imposait aux enfants de nous regarder dans les yeux parce que Oui. les études n'avaient pas encore montré que pour les personnes autistes, regarder dans les yeux, c'était pas ouf, que ça leur servait à rien, que ça leur empêchait pas d'écouter, etc., que ça pouvait être désagréable pour eux. Et donc, du coup, à l'époque, bah, quand on demandait des choses aux enfants, on était là, regarde dans les yeux, ou alors on mettait des gommettes ici. Et aujourd'hui, bah, on le fait plus parce que bah, les études sur l'autisme ont évolué, donc l'ABA, elle évolue avec, et en fait, il y a des choses qu'on ne fait plus. Et c'est pour ça que se former à l'ABA, c'est bien, mais ça demande aussi de se mettre à jour. Moi, mon diplôme, il est encore récent, il date de 2023, mais je sais que il faut que je continue encore aujourd'hui à faire mes recherches, m'assurer que ce que je propose, c'est pertinent, et que l'ABA, c'est pas un truc qui est figé dans le temps, et Mhm. dans 10 ans, on proposera des choses encore différentes, dans 20 ans, etc., parce que c'est une science qu'elle continue d'évoluer, et c'est pour ça que j'aime bien dire aussi que c'est une science. Les principes qu'on a en médecine ne sont pas les mêmes qu'il y a 100 ans, et pourtant, quand on va voir le médecin, on dit, bah oui, mais avant, tu te rends compte, il faisait ça. Ah oui, c'est ça. Mais non, pas du tout. Ça a évolué, et l'ABA, elle évolue aussi, et bah, on est parti de Pavlov. Aujourd'hui, on est sur d'autres critères qui sont complètement différents, et c'est dommage de rester sur ces anciennes images, alors qu'aujourd'hui, vraiment, on n'est plus du tout là-dessus, quoi. Oui. Oui. Mais je vois aussi qu'il y a plus de présence je vais appeler ambassadeur et ambassadrice, mais c'est pas vraiment le terme. Comment dire, de la BA maintenant, là en 2025, il y a 5 ans. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur TikTok, et c'est vrai que je vois plus de personnes qui se sentent plus à l'aise de parler de la BA, justement pour débunker toutes les croyances, parce qu'effectivement, le danger de pas se mettre à jour, c'est de rester comme dans l'exemple que j'ai cité dans la vidéo, hein, c'est de rester dans une espèce de conditionnement pas éthique, vraiment. Donc c'est l'intérêt aussi de toujours se mettre à jour et de s'informer des nouvelles avancées. Euh, Dernière question. Selon toi, qu'est-ce qu'on sous-estime trop souvent dans l'accompagnement des personnes TSA? Alors, bah, c'est un peu un rappel à ma question numéro 3 où je parlais que c'était important de former les parents. Mais ça fait partie des choses qu'on sous-estime parce que souvent encore, je vois des professionnels en structure, etc.,
qui considère que toute la prise en charge, tout l'accompagnement des personnes doivent être réalisés par les professionnels. Et du coup, bah, les parents se font cette idée-là aussi, parce qu'ils se fient à ce que les professionnels leur disent. Et je trouve ça tellement dommage. Moi, j'aime beaucoup, dans mes séances individuelles ou collectives, en tout cas, essayer de faire impliquer les parents, parce que les parents, ils peuvent prendre le relais sur ce qu'on fait à la maison, enfin, prendre le relais à la maison, parce que moi, je vais voir l'enfant quelques heures dans la semaine, Bah oui. donc 24/7, et c'est eux qui doivent mettre en place le plus de choses, mais ça ne veut pas dire que ça va être du travail. Mhm. C'est savoir au quotidien ce qu'ils peuvent proposer pour favoriser l'autonomie de leur enfant, la communication, etc. Et en fait, plus on sensibilise les parents à le faire, plus on accompagne l'enfant dans toutes ces tâches du quotidien. Et je me suis fâchée cette semaine parce que bah, j'ai des professionnels en fait qui ont dit bah, nous, du coup, cette année, on va travailler l'autonomie parce que c'est important. Là, oui, l'autonomie, c'est important. Euh, mais en fait, c'est des parents qui sont en capacité et qui ont la motivation de travailler l'autonomie. Donc, aidons-les à travailler l'autonomie, parce que du coup, Mhm. elles se sont dit, bah, nous, on travaille l'autonomie et on va mettre de côté un peu toutes les compétences académiques et scolaires, parce que pour l'instant, le plus important, c'est l'autonomie. Mais justement, pourquoi on ne se met pas tous ensemble et qu'on forme les parents à travailler l'autonomie de leur enfant, et nous, professionnels, et ben, on essaye de développer ces compétences scolaires et académiques, parce que c'est beaucoup plus facile pour des parents de travailler l'autonomie que les compétences académiques. Nous, ça va être plus dans nos formations initiales, que l'autonomie, dans tous les cas, des parents, ils auraient dû travailler l'autonomie avec leur enfant. Oui, Donc oui. là, c'est des ajustements qu'ils peuvent faire. Et c'est des choses comme ça où je trouve vraiment dommage, parce que on oublie de solliciter et sensibiliser les parents. Et puis après, bon, bah, il y a des parents justement qui sont en attente, ou alors des parents qui ont voulu, et en fait, on leur a fait comprendre qu'ils avaient juste à dépendre des professionnels et qu'ils avaient juste à attendre. Sauf Mhm. que bah, c'est dommage de faire ça parce qu'on perd beaucoup de temps et qu'on Oui, perd c'est des vrai. moments, et que l'enfant, il en a besoin, quoi. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on perd du temps, effectivement, quand on nous dit bah pas maintenant, pas tout de suite. Alors que finalement, bah, si nous on est déjà initiés, qu'on comprend un peu les concepts et qu'on commence à lancer des infos, parce que finalement les parents, c'est ce que je dis souvent, hein, on est avec nos enfants le soir, le week-end, les vacances, donc c'est nous qui devons accompagner notre enfant bah, dans son alimentation, enfin dans ses besoins élémentaires notamment, et puis aussi bah, dans les autres actions. Et en fait, l'ABA, c'est finalement une autre façon de penser l'éducation pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme un aménagement pour une personne en situation de handicap où on va lui donner bah, un outil supplémentaire dans le quotidien. Bah, là, ça va être pareil. C'est ça. C'est saisir les opportunités que l'enfant nous propose pour le guider, tout simplement. J'ai vu passer des questions. Alors, on a déjà peu ou prou commencé à y répondre, mais notamment, il y a des personnes qui demandent si la BA c'est propice pour le TDAH. Et du coup, comme on l'a vu, comme ça s'applique pour tout le monde, ça peut être complètement propice. Mais ça se rejoint un petit peu de Barclays. Alors, selon moi, oui. Alors, j'aime bien faire un truc, je ne sais pas si vous connaissez, on parle aussi du Teach et de l'ESDM. Et Oui. en fait, quand moi je propose des formations sur l'ABA, je fais tout un lien avec les sauces. En gros, je dis que l'ABA, c'est de la moutarde. Le SDM, c'est de la mayonnaise. Et le Teach, c'est du ketchup. Et si vous voulez, Barclay, on peut dire que c'est de la sauce barbecue. Et en fait, elles ont toutes la même fonction, c'est d'accompagner les enfants. Et elles ont toutes des choses qui se ressemblent un peu ou non. Par exemple, le SDM, c'est de l'ABA pour des tout petits. Donc en fait, Ah, c'est de la mayonnaise parce qu'on utilise de la moutarde pour faire de la mayonnaise. Et donc pour moi, toutes ces choses-là, en fait, on peut les travailler individuellement, on peut les travailler ensemble. On peut faire de l'ABA et du Barclay, on peut faire de l'ABA et du Teach, on peut faire du Teach tout seul. Mais tout se rejoint, surtout que pour Barclay, il y a quelques principes en fait qui vont aussi se retrouver. Enfin, il y a des principes ABA qui se retrouvent dans du Barclay, mais qui sont adaptés précisément pour les objectifs Barclay en fait. d'accord. Alors là, c'est ma question à moi. Qu'est-ce qu'on travaille plus spécifiquement, si c'est possible de le résumer? Qu'est-ce qu'on travaille plus spécifiquement avec l'ABA? Alors, Mais tu vois, plutôt, comment dire, pas de, sans utiliser de mots trop techniques, histoire de rassurer les parents qui auront par exemple un enfant, un tout petit, du coup, autiste non-verbal. Qu'est-ce qu'on va travailler en priorité? C'est une question qui revient beaucoup, ça. alors, l'objectif principal de l'ABA,
c'est d'augmenter les comportements. Et quand on va dire augmenter les comportements, un comportement, c'est tout ce qu'on va faire. Et nous, il y a des comportements chez l'enfant qu'on veut augmenter. Par exemple, dire bonjour, euh, aller aux toilettes, débarrasser son assiette, participer en classe, etc. Donc tout ça, c'est des comportements qu'on cherche à augmenter. Moi, quand je commence la prise en charge d'un enfant, un tout petit par exemple, j'ai deux branches, on va dire, de comportements que je veux développer très rapidement. Le tout premier, ça va être l'imitation. Oui. Parce que si je développe l'imitation, que l'enfant il ait une compréhension des consignes individuelles ou collectives, qu'elles soient partielles ou complètes, ou qu'elles soient même très très fragiles, en fait, je peux lui permettre d'imiter ses camarades en classe et d'essayer de s'inclure parce qu'il a remarqué que ah bah là tous mes camarades sont en train de se lever et d'aller chercher des crayons, bon bah je vais me lever et aller chercher des crayons parce que peut-être que la maîtresse elle l'a dit mais que sur le moment l'attention n'était pas là ou la compréhension n'est pas là et s'il développe l'imitation en fait il est capable de s'inclure. Donc déjà première compétence super importante et là je parle de classe ou d'inclusion mais ça peut être aussi à la maison. Bah, du Mm. coup tu apprends à me brosser les dents en étant à côté de papa qui se brosse les dents dans le miroir et donc moi je fais la même chose. Donc, imitation, c'est un des prérequis que je travaille le plus rapidement chez les enfants. Et la deuxième, parce que moi, je reçois énormément de tout petits, du coup, que quand je commence, ils ont déjà 2 3 ans. Et bah, du coup, ils sont à l'école. Et souvent, bah, c'est compliqué. Je sais que les maîtresses, elles vont me dire, ah bah oui, mais il reste pas assis. Et puis, il s'en va, et puis il se lève, et puis il veut pas faire les activités et tout. Donc, mes objectifs, c'est travailler l'imitation et en parallèle des petites activités scolaires que l'enfant va avoir en autonomie. Donc, par exemple, un trait de couleur, un colorino, des choses vraiment très très simples pour que il puisse mettre en place. En fait, apprendre à s'asseoir, rester assis et travailler, c'est un comportement. Oui. Apprendre à faire un trait de couleur, c'est un autre comportement. Donc, moi, je veux lui apprendre le comportement de trier des couleurs dans mon cabinet pour ensuite qu'on arrive à lui apprendre à faire ce tri de couleurs. Enfin, en tout cas, apprendre à rester assis et être attentif, etc. en classe sur un comportement, sur une activité qu'il connaît déjà. Peut-être qu'il y trouve du plaisir et donc du coup, ça lui donne envie de continuer à le faire. Souvent, c'est ce que j'entends quand c'est des petits trucs justement de la BA qui sont dommages et qui sont mal faits. Quand on me dit ah oui mais du coup par exemple je veux essayer quand à chaque fois que je dis à mon enfant qu'on rentre du parc eh ben, il fait une crise et je vois à chaque fois tout le monde propose ah mais la solution c'est qu'il faut mettre un timer. Oui, bonne Oui, pas solution. que. Mais en fait un timer ça s'apprend à être utilisé et C'est souvent ça. ce qui peut m'agacer c'est que quand l'enfant il a son diagnostic TSA et ben on lui donne son timer, ses pictos, son contrat de jetons, allez hop débrouille-toi mais en fait les notices elles viennent pas avec le diagnostic et on doit apprendre à l'enfant à utiliser ces outils-là et pour apprendre ces choses-là il faut utiliser des activités qu'il connaît, qu'il maîtrise, Mm. qui sont simples pour qu'il en comprenne la fonction du timer et donc par exemple moi le timer je vais l'utiliser sur des toutes petites durées, sur des activités que l'enfant n'a pas trop de mal à arrêter, pour qu'il comprenne que quand ça sonne, c'est fini et que ça génère pas que de la frustration. Parce que pareil, des fois, justement, le timer, il est utilisé que quand on arrête une activité plaisante. Donc, oui, mais à chaque fois que je sors le timer, l'enfant, il crie. Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'à chaque fois que vous le sortez, il sait que c'est pour arrêter quelque chose qui lui plaît. Donc, Bah c'est, oui. il est associé à quelque chose de négatif. Et c'est là qu'on parle encore de conditionnement, parce qu'en fait, il est conditionné à voir ce truc et savoir qu'il va avoir une frustration. Là, Et c'est pas, là, c'est là où c'est pavlovien, alors que finalement, si on l'utilise aussi bien pour lui donner quelque chose de positif que pour lui arrêter quelque chose qu'il aime, là, il peut se dire c'est un indicateur temporel et non pas forcément comme une espèce de contrat c'est ça. Après, social, quoi. en fait, ça reste pavlovien en soi parce que il est conditionné. Il sait que quand il voit quelque chose va s'arrêter. Hmm. Après, il est pas. Du coup, peut-être qu'il va en avoir une appréhension neutre, qui soit pas hyper positive ou hyper négative. Il sait que ça va indiquer la fin de quelque chose. Et donc, du coup, en gros, pour reprendre la question de base, c'est moi, j'apprends aux enfants plein de petits comportements pour qu'on puisse avoir des petits trucs où il est en autonomie qui sont généralement plaisants, qui lui demandent peu d'efforts pour apprendre d'autres comportements. Oui, c'est ce que on dit souvent ici en live, hein. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, peu importe son âge, parce que du coup, le mien il a 12 ans, il a été pris en charge depuis l'âge de 2 ans, donc forcément
Il s'en est passé des choses. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent ici, c'est que quand vous abordez déjà quelque chose dans un environnement, ça aussi, il faut en tenir compte, je pense, hein, et l'ABA en tient compte aussi, quand vous abordez une nouvelle compétence, une nouvelle action, une nouvelle activité dans un environnement sécurisé et connu, bah, c'est plus facile de l'aborder, et comme ça, quand il le répétera à l'école, ce sera plus facile de le faire à l'école compte tenu de tout l'environnement qui pourrait être anxiogène pour lui. Donc ça, faut en tenir compte et c'est bien de le mettre en avant parce qu'effectivement, c'est aussi un des piliers de la BA. Alors, je vois que vous êtes timide, hein, je vous ai dit pourtant de poser vos questions. C'est le moment, hein. N'hésitez pas à poser vos questions et on pourra y répondre aussi. Alors, moi, je connais l'ABA, c'est ça qui est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas tout de suite des questions qui vont arriver. Quelles sont peut-être quelle est l'expérience la plus émouvante que tu aies pu avoir par exemple, un succès que tu as pu avoir avec un petit bonhomme grâce à l'ABA notamment. Quand je réfléchis, j'en ai plein. Alors que plein, dis-nous plein. Euh, Bah, là, je sais que on en a un particulièrement avec une collègue du cabinet. On Oui, a commencé la prise en charge d'un petit garçon en plein de petites sections. Et en fait, là, du coup, on va avoir son passage en CP. Donc déjà, on est très contente parce qu'il a son passage en CP. Et la dernière fois, on était trop contente, c'est il y a 2 semaines, parce qu'il était au centre de loisirs et en fait, il a été mis avec le groupe des CP. Et en fait, on était contente de le voir inclus avec les autres. On entendait les enfants qui étaient en train de crier son nom et lui qui jouait avec les autres dehors. Et nous, quand on l'a rencontré, c'était un petit garçon qui était qui était très écolalique, qui jouait pas avec les autres. Je me souviens de le voir dans sa cour de récréation, en train de jouer tout seul avec des petits bâtons, etc. Mais pas parce qu'il était rejeté, mais parce qu'il n'y voyait pas encore d'intérêt. Et on a fait 3 ans de groupe d'habileté sociale, 3 ans ah de bien. j'apprends à jouer avec les autres, de comment jouer avec les autres, etc. Et donc là, en fait, c'est de l'entendre, d'entendre les enfants, en fait, qui étaient en CP, CE1, CE2, etc., crier son nom dans la cour et on était là et on l'entendait qu'arriver, genre j'arrive! Et on s'est dit, ah, c'est cool parce qu'on sait qu'il va passer un peu dans la cour des grands et que l'année prochaine, ce sera la CP. Mais il, il inclut, quoi, genre, il sera pas Ouais, tout seul. en fait, il y a du résultat, quoi, et ça fait Ouais, plaisir parce qu'effectivement, bah, pour lui, c'est aussi un gage de bien-être. C'est plutôt cool, ça. ouais, c'est ça. Alors, ça y est, les questions arrivent. Caroline nous demande, tu parles de prérequis. Qu'est-ce que c'est qu'un prérequis? Bah, en fait, il y a des comportements qu'on va appeler prérequis, qui sont qu'on peut appeler des prérequis, ou alors, par exemple, en ABA, qu'on va appeler des comportements pivots. Et en fait, ça nous permet, c'est des comportements qui, une fois acquis, nous permettent, sans apprentissage, d'avoir accès à plein d'autres choses. Et donc, par exemple, si j'apprends à imiter, et ben en fait, j'apprends à développer plein d'autres choses parce que je sais imiter. Donc, comme je vous disais, me brosser les dents parce que je j'imite papa dans la salle de bain, ou alors j'apprends à me lever pour aller chercher des feuilles parce que je vois mes camarades qui le font. Et en fait, par exemple, moi, dans mes prérequis, je vais aussi noter le fait que je veux que l'enfant il apprenne à répondre à certaines consignes comme viens, assieds-toi, etc. Parce que je sais que c'est des consignes que la maîtresse va potentiellement utiliser et donc qui va lui permettre d'utiliser dans plein d'autres contextes, bah, de s'asseoir, de rester assis, de participer à des regroupements, mais en fait, ça peut être des petits prérequis pour faciliter son inclusion. Oui. Parce que en gros, on part d'un petit comportement, mais qu'on peut utiliser dans plein d'autres domaines. Par exemple, le comportement de cracher. Si on veut cracher, bah, en fait, pour cracher, par exemple, le Le dentifrice, dentifrice, ouais. et bah, en fait, c'est un des seuls comportements que l'on va pouvoir travailler avec ça. Vous voyez, quand on veut cracher, bah, en fait, le seul contexte qui va être adapté, ça va être peut-être de se brosser les dents ou alors si j'avale quelque chose de pas bon. Si j'apprends à imiter, bah, en fait, je peux l'utiliser dans énormément de contextes qui vont m'être bénéfiques pour faciliter mes apprentissages. Ouais. En gros, voilà. Et souvent, tu vois, j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent comment mon enfant il arrête pas de cracher, comment je peux l'aider à arrêter. Je dis ben justement ne le fais pas arrêter parce que bah, ça peut être vital de savoir cracher. En revanche, il faut réorienter sur. Alors c'est facile à dire. Ah, réoriente-le sur quelque chose de pertinent. Mais bon,
Du coup, effectivement, il y a des comportements qui sont quand même valables, mais qui sont pas adaptés à, à la circonstance. Et c'est bien aussi de savoir comment réorienter la personne dans les bonnes circonstances. Et justement, tu parles du coup de l'imitation, que tu mets beaucoup en avant. Est-ce que finalement, l'imitation, ce serait pas une compensation de la compétence de généralisation qui est pas toujours évidente chez la personne autiste? Ça peut l'être. Bah, en fait, ça va dépendre parce que du coup, moi, je sais qu'il y a des enfants qui ont déjà du mal à imiter et généraliser leur imitation. Par exemple, moi, j'ai un petit garçon en ce moment qui sait imiter, mais qui imite que dans certains contextes. Oui, En fait, il imite que quand je lui demande. Pour l'instant, il n'a pas généralisé à imiter quand on est sur quelque chose de spontané. Ou parfois, il y a des enfants qui savent, qui pourraient imiter leurs camarades de classe, mais qui vont pas savoir imiter à la maison, parce que du coup, à la maison, ils font leur petite vie et ils se disent pas, bah tiens, je vais imiter papa, maman pour faire ces choses-là. Donc, c'est aussi un autre apprentissage, selon moi, que de lui apprendre à généraliser. oui. Parce que, et du coup, pour généraliser, on va lui apprendre à généraliser selon les réponses. Donc, c'est-à-dire que on va lui apprendre à imiter selon le comportement qu'on est en train de faire. Que ce soit, je reprends les exemples de Peter, mais se brosser les dents, je sais pas, d'essuyer ses pieds sur le paillasson, de ranger sa petite cuillère dans le lave-vaisselle. Donc ça va être les réponses avec les personnes. Donc c'est-à-dire que qu'importe que ce soit Mimi, Léa ou je sais pas Caroline qui propose d'imiter, ben, il est capable de le faire avec toutes ces personnes-là. Et aussi selon les environnements. Qu'on soit en train de se brosser les dents à la maison, à l'école ou chez papy mamie, ben, en fait qu'importe l'environnement, il est capable d'imiter un comportement et de le généraliser dans tous les lieux. Oui, donc c'est pas vraiment une compensation, c'est plutôt deux compétences différentes et qui Ouais. sont importantes pour l'acquisition justement des autres compétences. Il y a eu quelques questions là qui parlent de méthode. Alors je rappelle que l'ABA n'est pas une méthode parce que justement tout à l'heure on a fait la différence entre méthode et approche. Euh, la méthode, c'est plus comme pour vous donner l'information, la méthode, c'est plus comme une recette qu'on va suivre au gramme près, alors qu'une approche, c'est plus, bah, comme tu disais, hein, Léa, une science, euh, comment dire, ça devient presque un état d'esprit avec des outils toujours, hein. On utilise des outils pour accompagner les personnes. Donc c'est bien de faire cette distinction même dans le vocabulaire parce que du coup, ça vous met dans une disposition de mieux intégrer ce qu'on va vous proposer dès qu'on va vous parler d'ABA. Et J'ai donc, dans les... un exemple que je présente souvent par rapport à la méthode. Généralement, tout le monde est assez familier avec la méthode PEX. Oui. Et en fait, bah, le PEX, c'est typiquement une méthode où on passe sur la phase 1. La phase 1, l'enfant, il doit apprendre à prendre le picto et le mettre dans la main. Et on va considérer que c'est acquis quand il a réussi cette étape-là. Et ensuite, il passe à la phase 2. Et en fait, l'enfant, qu'importe s'il est capable de verbaliser, pas du tout, que s'il regarde dans les yeux ou j'en sais rien, bah en fait, les critères vont être les mêmes pour passer à la suite. Et qu'importe le profil de l'enfant, pour passer à la phase 2, la phase 3, etc., il va falloir que tu complètes ces comportements-là. En ABA, du coup, on n'est pas sur une méthode parce que moi, je ne mets pas du tout le même programme en place pour chaque enfant. Même si peut-être que je vais utiliser la même activité pour 5 enfants à la suite pendant ma séance, je vais peut-être pas y travailler la même chose. Il y en a pour qui je vais travailler ce qu'on va appeler la réponse de l'auditeur. Ça va être de comprendre une consigne et d'y répondre. Peut-être pour d'autres, je vais travailler le fait de nommer certains objets. Peut-être que d'autres, ça va être de les faire deviner. Mais en tout cas, je vais peut-être utiliser le même matériel, mais je vais avoir un programme qui est complètement individualisé aux besoins de l'enfant. Et donc, c'est pour ça que c'est pas une méthode. J'ai pas reçu un manuel qui me dit de travailler ça, 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 ça. Je dois adapter chaque compétence au niveau de l'enfant. Je les adapte, enfin, mes programmes sont aussi adaptés aux demandes des parents, parfois aux exigences qu'on va avoir en classe, etc. Et d'une année à une autre, d'une maîtresse à une autre, et bah, peut-être que mes exigences seront pas les mêmes. Peut-être Mm. qu'une année où la maîtresse, elle va me dire, bah, alors moi, tant qu'il est capable de faire son activité du début à la fin, qu'il soit debout sur n'importe quelle table, je m'en fiche, alors que peut-être l'année d'après, il y a une maîtresse qui va me dire, bah alors moi, je m'en fiche qu'il fasse son activité jusque la fin, par contre, il a sa place, je veux qu'il soit assis. Bon, bah, du coup, ça veut dire que peut-être que mes objectifs, ils vont devoir changer un petit peu parce que, bah, en fait, ça fait partie aussi des exigences qui vont permettre ou non à la maîtresse de faciliter son inclusion. Et donc, du coup, c'est des comportements que je vais devoir essayer de travailler, en fait, pour lui à l'école, quoi. Mais à ce moment-là, alors question du coup qui émerge immédiatement, est-ce que à ce moment-là, c'est pas le l'opportunité de dire justement aux deux enseignantes, bon bah là on va devoir composer avec l'enfant lui-même puisqu'il est en situation de handicap et que pour le coup, bah, peut-être qu'il va pas savoir rester assis plus longtemps que les autres du fait de son handicap. Donc là, c'est à vous de vous adapter, tu vois?
Alors, l'exemple, quand je l'ai commencé à le dire, je me suis dit, il est marrant, et après, je me suis dit non, parce que du coup, c'est vrai que ça veut s'adapter, mais j'y- Ouais, on- ouais, dans tous les cas, effectivement, ça pourrait être nommé, mais je m'imagine tomber sur des maîtresses qui sont peut-être un peu rigides et qui ont du mal mm, à comprendre. ouais, ouais, Ça pourrait arriver, et ça m'est arrivé, hein, moi, des ouais, maîtresses ouais. qui me disent, bah non, d'une année, on a réussi à dire, bon, bah, ok, c'est trop bien que vous nous laissiez l'opportunité d'apprendre enfin, de laisser l'enfant s'asseoir ou non pour travailler. Ça peut être un super truc. Si l'année d'après, c'est rédhibitoire. Après, par exemple, c'est des choses aussi que, en grande section qui peuvent être tolérées, mais qui vont peut-être plus l'être en CP, CE1, etc., et cetera, et qui peuvent évoluer avec l'âge. Ouais, ouais. Les déplacements en classe, quand on est en maternelle, ils Ils sont sont plus favorisés. tolérés. Ouais. Et quand on arrive en CP, etc., c'est plus du tout les mêmes rituels, et donc ça demande de travailler d'autres comportements. Enfin, ça va Mm. dépendre de plein de contextes, quoi. Alors, dans les commentaires, on nous demande euh, combien de temps faut-il pour être bien formé à l'approche ABA, en tant que parent pour son enfant? Hum, Bah, alors, par exemple, vous voyez sur l'organisme de formation qu'on propose avec Planète TSA, euh, on a deux formations. Il y en a une qui s'appelle les grands principes de l'ABA, qui se fait de 9h à 17h. Et après, il y a ma formation qui s'appelle l'approfondissement à l'ABA, donc qui est en approfondissement à ça. Donc, ça fait une quinzaine d'heures. Et je trouve que déjà pour des parents, c'est très conséquent. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, vous allez avoir plein d'exemples, plein de théories, etc. Mais des fois, vous avez quand même besoin d'un peu d'aide pour réussir à l'adapter à votre enfant. Et moi, je sais que je le fais beaucoup en complémentarité avec de la guidance parentale. Ouais. Par exemple, là, je viens de commencer la prise en charge d'une famille. Leur fils, il a beaucoup de comportements défis. Et en fait, je me rends compte qu'au bout déjà d'une heure de guidance parentale, je suis en train de leur refaire ma formation sur les comportements défis. Et je me dis, bon, c'est top pour eux. Et du coup, je suis en train de me rendre compte qu'en guidance parentale, je suis en train de leur refaire cette formation-là. Et peut-être qu'éventuellement, au bout d'un moment, je vais leur dire, faites la formation. Comme ça, vous allez avoir tous les principes un peu théoriques, même s'il y a beaucoup d'exemples et qu'il y a beaucoup d'idées pour le mettre en place dans la pratique. Et ensuite, on se revoit et je vais vous dire, bah, du coup, là, on va mettre en place telle stratégie. C'est cette stratégie-là qu'on va mettre en place pour votre enfant parce que c'est celle-là la plus adaptée. Et en fait, moi, je vais plus arriver en mode supervision en leur disant, bah, vous voyez, cette stratégie-là, elle va être mieux sur le long terme parce que bah, des fois, en tant que parent, vous voyez, je pense à des trucs. Je vais vous parler d'une stratégie, mais dedans, il y en a trois autres. Ouais, ouais. Il faut choisir Ouais, laquelle est ouais. la plus pertinente, etc. Il y a des ramifications, exactement. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'est un travail complémentaire où vous pouvez vous former, mais assurez-vous toujours d'avoir un professionnel derrière qui vous dit oui ou non. Moi, je sais que j'ai des parents maintenant qui gèrent et donc ils me disent, ah ben, on veut mettre telle chose en place. Ah, ok, bon, bah, c'est bon, c'est validé. Ah, on veut mettre telle chose en place. Est-ce que vous avez réfléchi à comment vous allez devoir effacer cette stratégie-là? Non, ok, bah réfléchissez-y, vous m'envoyez un message parce que là, je suis pas sûre que ça fonctionne. Et c'est juste d'avoir un petit regard et j'adore voir des parents qui sont du coup maintenant en autonomie, qui arrivent à proposer des trucs qui sont super pertinents et qui sont aussi parfois aussi, moi je le dis, je suis, alors je suis une professionnelle qui fait de la BA, mais je suis une professionnelle qui prend la méthode qui marche. Hmm. Des fois, la méthode qui marche, c'est pas toujours une stratégie ABA hyper scientifique avec un protocole, etc. Mais tant que ça fonctionne, que c'est bienveillant pour l'enfant, pour son environnement, etc. Et Hmm. ben, voilà. Oui, parce que on le rappelle, les stratégies qu'on met en place pour accompagner nos enfants, que ce soit avec de l'ABA ou d'autres approches, ça implique à un moment ou à un autre que bah, on efface les outils qu'on met en place. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne a besoin d'un renforçateur, le but du jeu, c'est qu'on puisse au fur et à mesure éteindre la présence du renforçateur et qu'il puisse faire l'action sans renforçateur spécifique, quoi. Ou pareil, par exemple, si vous utilisez ce qu'on appelle le renforçateur social, c'est quand on fait la fête. On dit ouais, c'est super, c'est génial. Bah, petit à petit, on est censé baisser le niveau de la fête pour qu'il y ait moins de renforcement social et qu'à la fin, on puisse juste dire c'est bien et on passe à autre chose. Donc c'est ça le fait, je me permets de faire le rappel, c'est ça le fait d'effacer la stratégie. On nous demande la différence. Euh, alors, je ne sais pas si tu vas être en mesure de pouvoir expliquer cette différence-là, parce que ça implique que tu te sois formé et informé sur les autres approches, mais la différence entre ABA, Teach et Saccade.
Alors, SACAD, j'ai pas trop d'infos, mais je sais que c'est marqué sur les recommandations de la HAS comme une pratique qui est moins recommandée, en tout cas qui est pas reconnue. Non, elle est en phase de, justement, ils sont en train de faire, de passer toutes les évaluations pour être reconnus par la Haute Autorité de Santé. Donc, mais c'est, alors, moi, je peux dire, du coup, parce que j'ai fait une initiation, formation SACAD, euh, en fait, elles sont complémentaires. Bon, pour les personnes avec qui j'ai fait cette formation SACAD, elles auraient tendance à prêcher pour leur paroisse et dire, on fait d'abord SACAD et ensuite ABA. De ma fenêtre, je pense que c'est en fait, ça va vraiment dépendre de la personne parce que l'ABA va pouvoir répondre à des urgences que SACAD va pas forcément euh, comment dire mettre en place et ça se ressemble quand même. Après, c'est très complémentaire. C'est-à-dire que là où on va avoir, comme tu disais, du conditionnement, même du conditionnement éthique, hein, peu importe, là où on va avoir du conditionnement, SACAD va créer plus de fluidité et pour ça, il faut avoir quelques prérequis. Pour le... Par rapport à SACAD, j'ai confondu avec Tomatis, pardon. c'est pas grave. Après, bah, du coup, l'ABA, j'en parle un peu plus tout à l'heure. Teach, alors moi, j'aime bien le présenter comme le Montessori du comportemental. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui va favoriser l'autonomie en s'appuyant sur l'intérêt des enfants pour tout ce qui est routine, ritualisé. Donc, on va faire en sorte de rendre l'environnement de l'enfant le plus propice à favoriser son autonomie. Et alors là, je peux vous donner des exemples sans trop vous en donner parce que ça va dépendre des enfants. Il y en a pour qui on va essayer de mettre en place des pictos, d'autres des mots, d'autres des objets, pour s'assurer que en fait, il est plein de stratégies dans son environnement pour faire seul ou en tout cas qu'il n'ait pas besoin de l'autre. Quand je dis l'autre, c'est un aidant, que ce soit un professionnel ou un parent, mais en tout cas qu'il ait plein d'indices dans son environnement qui l'aide à faire seul. Et donc dedans, on peut aussi avoir le travail en autonomie que j'ai fait beaucoup pendant des années, que je trouve vraiment top. On va utiliser des petites barquettes avec des pictogrammes pour indiquer l'ordre De à faire. l'action. Voilà. Et après, donc il va faire ses barquettes, les ranger, etc. Et puis quand il a fini son travail autonome. Peut-être qu'il a accès à un renforçateur, etc. Mais vous voyez, bah ça, du coup, enfin, moi, je mettais en place des renforçateurs à la fin. Mais ça, c'est de la BA. Enfin, comme quoi, elles peuvent toutes se rejoindre, en fait, et s'entremêler. Et le Teach a complètement sa place dans un programme ABA. Enfin, Ouais. tout ensemble, quoi. D'ailleurs, on fait souvent comment dire, ABA, ABA, Denver Teach, Ouais. dans ce sens. Et même Montessori est beaucoup inclus aussi, parce que comme Montessori, c'est aussi une approche éducative par l'expérience, par l'expérimentation, la manipulation, donc ça aide beaucoup. Donc c'est ça qui est magnifique avec l'ABA, c'est que elle accueille toutes les autres approches et elles sont complémentaires. On te demande aussi, donc ça je sais que c'est une enseignante qui demande, est-ce que les enseignants peuvent se former à l'ABA? Oui, mais s'il vous plaît, posez pas la question, venez. Alors, l'inconvénient, c'est que chez nous, avec Planète TSA, c'est que nos formations, elles sont en semaine, donc c'est rare que les enseignants puissent se libérer. Mais j'en ai une qui a réussi le mois dernier à demander à l'éducation nationale de se libérer pendant une journée, et elle est venue, je crois, peut-être avec une ATSEM, une collègue, je sais pas, elles étaient deux, mais c'était trop bien. Moi, je sais que ça pourrait m'aider énormément quand je travaille avec des instituteurs de savoir qu'ils sont formés à la BA. Mais complètement. Du coup, en plus, j'essaye de demander, alors qui est la gérante de Planète TSA, de faire de temps en temps des formations sur les vacances scolaires pour que les enseignants puissent venir, pour que les AESH puissent venir, pour que des ATSEM puissent venir. Avec Planète TSA, on est allé former dans des mairies pour former les ATSEM, pour former les professionnels des centres de loisirs, etc. Parce qu'en fait, l'ABA, c'est pour tout le monde, partout, tout le temps. Et je suis intervenue dans un centre de loisirs pour mettre en place des stratégies de groupe. Ouais, très bien. C'était Ouais, ouais. notre typique, en fait. Parce que vraiment, ça marche avec tout le monde. Donc, tu peux aller te faire former aussi, même si tu es enseignante à ESH. Au contraire, on aime cette approche. Et du coup, oui, tu as à peu près répondu, mais il t'est arrivé, toi, de faire de l'initiation, comment dire, oui, de l'initiation ou de la sensibilisation dans les structures de l'éducation nationale? Alors, le plus proche qu'on est allé, en fait, c'est les ATSEM parce que c'est des professionnels de mairie. Oui, Et l'éducation nationale, pour l'instant, pas trop, hein. bah, c'est Ah, c'est compliqué. dommage.
C'est Bah oui, c'est compliqué, mais compliqué. après, en fait, ou alors c'est des personnes qui viennent se former de par elles-mêmes, Mm. mais hors institution, quoi. C'est des maîtresses vraiment motivées qui financent leur formation elles-mêmes et qui viennent, qui prennent des journées éventuellement pour venir faire les formations avec nous. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des créneaux pour les proposer pendant les vacances scolaires. Mm. Mais pour l'instant, auprès de l'institution, non, on n'a pas réussi et surtout que c'est compliqué parce que bah, les maîtresses, elles ont plus envie de se former à des méthodes pédagogiques pour la classe plutôt que peut-être l'approche ABA pour l'enfant qu'elle aura dans la classe cette année et qu'elle n'est pas sûre d'avoir dans la classe l'année prochaine, etc. Même si, en fait, en fait, Elle va en avoir de plus en plus chaque année, hein, donc elle a plutôt ouais, intérêt. non, mais c'est ça. Mais et puis c'est surtout que c'est difficile de d'expliquer aux enseignants que la BA, ils pourront pas nécessairement, enfin, ils pourront l'utiliser pas qu'avec cet enfant en situation de handicap et pas que avec l'enfant autiste d'ailleurs. Tous les enfants en situation de handicap, tous les enfants qui seront dans la classe. Et justement, bah mon DU ABA, le mémoire que j'ai fait, c'est sur la mise en place d'ABA dans des classes ordinaires pour des stratégies de groupe en fait. Donc favoriser comment on peut utiliser du renforcement en groupe, quels sont les effets sur les comportements des filles en classe, sur la participation, etc. Enfin, c'était intéressant de voir que la BA, quand elle est mise en place dans une classe ordinaire, pas forcément dans un principe pour accueillir un enfant autiste, etc., bah, favorise énormément de progrès chez les enfants neurotypiques et dans leur participation, dans leur réussite scolaire, etc. Et on nous demande aussi, qu'est-ce que tu préfères par-dessus tout dans ta discipline? Bah moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, selon moi, c'est mon avis perso, mais l'ABA, c'est l'éducation positive. Ah, Parce d'accord. que Qu'est-ce que t'entends par là? Voilà, va falloir que tu développes un petit peu. dans l'éducation positive, déjà, j'explique que dans tous les cas, il y aura un cadre. Mais dans tous les cas, moi, mon objectif quand je mets en place des stratégies avec l'enfant, c'est de toujours vouloir valoriser, de toujours être dans le renforcement, d'apporter des choses positives. Et donc, du coup, c'est ce que je trouve répond à l'éducation positive, où on est dans vouloir accompagner l'enfant sur du positif, etc. Donc, moi, c'est ce que je vais favoriser lors de mon accompagnement, mais effectivement, je vais apporter un cadre parce que je vais devoir accompagner dans des enfants qui ont des comportements défis, etc. Mais au lieu de punir des comportements défis, ben en fait, je vais essayer d'apprendre à l'enfant à développer des alternatives qui répondent aux mêmes fonctions euh, et qui pourront permettre de réduire les comportements défis tout en augmentant bah, des comportements qu'on dirait adaptés et en les valorisant. Et en fait, je trouve ça tellement mieux, tellement plus bénéfique pour eux et pour moi de savoir que je suis pas toute la journée en train de râler parce que l'enfant il fait pas bien ci ou parce que l'enfant il a Mm. pas réussi ça, mais que en fait puisque je suis tout le temps dans la valorisation du positif ou de ce que je recherche comme objectif, bah, du coup, c'est beaucoup plus valorisant pour l'estime de l'enfant, pour moi aussi, parce que bah, si en fait je suis tout le temps en train de me focus sur tout ce que l'enfant fait pas ou fait pas bien, euh, bah, en fait, je pense que j'en ai marre au bout d'un moment. Bah oui, oui, c'est pas très motivant, quoi. Et on rappelle aussi que le fait de dire à un enfant autiste, enfin, d'être beaucoup plus présent dans son champ de vision et dans son champ auditif de manière positive quand il fait des choses correctes, bah, on lui indique ce qu'on attend de lui et c'est plus facile pour un cerveau quel qu'il soit, hein, que ce soit celui d'un enfant, d'un adulte, TSA, pas TSA. C'est beaucoup plus facile de traiter l'information du c'est ça que je veux de toi plutôt que de traiter l'information du c'est pas ça que je veux que tu fasses. Voilà, donc forcément, quand on va être, comme tu dis, hein, dans le soutien de la valorisation de l'action entre guillemets correcte, du comportement adapté, etc., eh bien, on va dire à la personne, c'est ça qu'on veut, donc continue. En gros, c'est ça le principe. Et en plus, effectivement, l'estime de soi, ça aide beaucoup pour les aidants comme pour les aider, quoi. C'est ça. Par exemple, en ce moment, on a des stagiaires de seconde au cabinet. Et hier, j'étais en train de faire une séance et en gros, elle me demande de ce que j'étais en train de faire parce que visuellement, j'étais pas en train de faire grand chose. J'étais pas en train de proposer une activité, de travailler énormément avec lui, mais en fait, je lui dis, bah, en fait, là, pour une fois, il est très calme, il est hyper attentif, il me regarde, donc je préfère rester sur ce qu'on est en train de faire et valoriser le moment où il n'y a pas de comportement défi, plutôt que de rajouter des éléments qui pourraient ramener ces comportements défis-là et finalement perdre toute la coopération que je suis en train d'avoir sur cette petite activité
qui lui semblent D'accord. en fait pas pertinentes, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'importance du pairing? Oui, alors, le pairing, c'est associé à un stimulus neutre, à un stimulus positif. Je m'explique, quand moi, je rencontre l'enfant, il a aucun avis sur moi, il ne sait pas qui je suis, donc je suis quelqu'un de neutre. Du coup, je vais essayer de m'associer à toutes les choses qu'il aime. Donc, par exemple, s'il est fan de Pat' Patrouille, je vais aller sortir mes petites figurines de Pat' Patrouille. Peut-être que je vais chanter le générique de Pat' Patrouille et il va se dire ah, elle est cool parce qu'en fait, elle est en train de s'intéresser à des choses que j'aime. Et en fait, je vais faire ça pendant un petit moment, plus ou moins long, ça va dépendre de l'enfant, et sur plus ou moins d'items qu'il pourrait aimer. Faire des chatouilles, chanter des chansons, sauter sur un trampoline, jouer à chat, enfin toutes les choses qui seraient susceptibles de l'intéresser. Et je vais faire ça pendant un moment euh, pour essayer de m'associer du coup à quelque chose de positif et valoriser le, le fait que quand il est avec moi, il se passe des choses cool. Et donc, quand je vais lui demander des choses, il va se dire, bon, elle me demande de faire des efforts, mais elle est cool. Quand je la vois, ça se passe bien. Donc, j'ai plus envie de coopérer avec elle. Et ça, c'est super important. Et ça, justement, bah, dans les stratégies de quand on présente la BA, le pairing, il n'y est pas tout de suite, alors que généralement, c'est par ça qu'on est censé Bah commencer. oui. Tous les intervenants que j'ai vus, hein, que ce soit pour me guider ou pour intervenir directement auprès de mon fils, et ça depuis plus de 10 ans, ils ont commencé par le pairing. C'est un indispensable parce que c'est là où on consolide la confiance, comme tu dis, hein. Et l'importance du pairing pour les parents, quand même, parce que les parents, ils se rendent pas compte que c'est très important que, en tant que parents, on est les premiers à devoir faire du pairing avec nos enfants. Mais quelque part, en fait, c'est donner enfin, un nom un peu entre guillemets technique à quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire que nos enfants sont en situation de handicap certes, mais dans enfants en situation de handicap, il y a enfants. Il faut profiter de l'enfance de nos enfants. Et Bien ça, on sûr. l'oublie. Et le fait de se dire, bah, faites du pairing, alors qu'on est la tête dans le guidon comme ça en tant que parent, parce qu'on vient d'avoir un diagnostic, on a plein de choses à gérer, et ben, le fait de nous entendre dire, bah, faites du pairing avec votre enfant, ça nous oblige à profiter de notre enfant. Et ça, c'est important. Mm, mm. Et puis, quand on parle de pairing, ça veut pas dire qu'on va faire ça pendant 3 heures tous les jours pendant 3 mois. Mais des fois, moi, mes séances de, enfin, mon pairing, il peut durer 5 minutes le temps d'une séance. Mais c'est ce que j'explique souvent quand j'étais professionnelle en formation, c'est que je vais essayer parfois de faire du pairing quand l'enfant il arrive et quand il repart. Comme ça, on se souvient toujours de la première expérience qu'on a et celle qu'on a quand on repart. Et je me dis, bah, c'est toujours bien de commencer sur une note positive et de finir sur une note positive parce que ça va favoriser l'enfant qui, enfin, ça va favoriser le fait que l'enfant ait envie de revenir, jouer avec moi, coopérer avec moi et de m'assurer que s'il a envie de coopérer avec moi, il va avoir encore plus envie de développer des compétences. Ah, ça, c'est trop bien. Ouais, ouais, bah oui, c'est très important, ça. C'est très, très important. Et surtout on n'oublie pas que, de toutes les manières, la Haute Autorité de Santé, comme on en parle beaucoup, hein, recommande que, quelle que soit l'approche éducative, le parent soit placé en co-thérapeute. Donc, c'est ce que fait l'ABA aussi, par défaut. Et que bah, si vous voulez, comme tu le disais depuis tout à l'heure, hein, finalement, Léa, quand on va transmettre aux parents le fait d'accompagner les enfants, parce que c'est eux qui sont le plus souvent avec leurs enfants, bah, à un moment ou à un autre, il faut que l'enfant ait confiance dans les parents pour la transmission de compétences, la recherche d'autonomie, ce genre de choses. Donc c'est très important. T'es connue, hein? Oh, c'est l'éducatrice du petit Kevin. Ou je me trompe? Du petit Kevin. Par rapport aux formations, on te demande aussi. Du coup, c'est la même enseignante. Où est-ce qu'on peut trouver la formation? Bah, typiquement, c'est Planète. planetpsa.fr. Je sais que j'ai vu les questions passer. Alors, on propose deux types de soutien. Alors, il va y avoir les ateliers en ligne, tout est en visio. Et je préviens maintenant, parce que vous me demandez tout le temps, on ne fait pas de replay, mais on ne fait pas de replay parce qu'on veut que vous soyez présents avec nous pour nous poser des questions, pour qu'on vous donne des exemples en direct et être sûr que vous soyez présents avec nous. Donc il y a des ateliers en ligne qui ont lieu le soir, qui sont vers 20h30, qui sont à 20 €, où on parle plein de thématiques. Par exemple, il y a une orthophoniste qui vient parler des TLA. Moi, dans 2 semaines, je donne un atelier sur les gestes d'autonomie, donc comment développer l'autonomie à la maison. Je propose aussi un atelier sur la propreté, comment développer la propreté. Il y en a un sur les habiletés sociales, sur la sexualité, sur la sensorialité. J'ai ma super collègue avec qui je travaille dans mon cabinet qui fait un super atelier sur la sensorialité ou sur le geste graphique, s'il y en a qui veulent travailler ça. Et après, on a des formations donc, qui sont sur la journée.
dure de 9 heures à 17 heures, qui sont généralement les mardis. Donc pareil, tout est en visio, qui sont pris de 80 euros. Donc je ne sais pas si vous savez les prix des formations professionnelles, mais on est bien en dessous. Oui, oui, ça coûte cher, hein, ça coûte cher. Voilà, et en fait, on propose, par exemple, on a la première formation qui s'appelle l'accompagnement d'un enfant TSA. Donc c'est le tout premier module où on découvre voilà, c'est quoi l'autisme, comment favoriser la coopération, comment réagir quand on est face à une crise, c'est quoi la sensorialité. Et ensuite, après, vous pouvez partir sur d'autres modules. Donc il y a les grands principes de l'ABA, l'approfondissement à l'ABA et les comportements des filles qui sont les formations que je propose actuellement. Et, euh, et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre actuellement? Il y en a un sur les outils d'enseignement spécialisé. Enfin, il y a plein de formations qui durent une journée généralement. Mm. Donc je rappelle, parce que la question est posée là, les formations dont tu parles, c'est à destination de tout public, c'est-à-dire parents, enseignants, AESH, animateurs de centres de loisirs, personne qui veut d'abord s'initier peut-être pour une première démarche, pour savoir, pour une orientation peut-être professionnelle. Bon, en gros, pour les tontons, les tatas, les grands-parents, voilà, tout le monde. C'est génial. Et encore mardi, j'ai fait une formation et dedans, bah, il y a une psychomotrice. Il y avait deux psychomotes, une ortho, deux mamans. Enfin, on est plusieurs et c'est vraiment top parce que du coup, bah, on utilise des situations du quotidien aussi. Et donc, parfois, ça va être des situations de parents, des fois, c'est des situations de professionnels. Mais en tout cas, on travaille tout ensemble sur une journée pour mettre en place des stratégies et se rendre compte que, bah, qu'on soit parent ou professionnel, on a le même objectif. Il regarde, merci, je bois ces paroles, on t'écrit ça. Il y a une maman qui est passée par vos ateliers qui dit les formations et les ateliers sont top, maman d'une canaille de 3 ans non scolarisée. 3 ans non scolarisée, on va discuter toi et moi. Effectivement, on peut aussi faire les formations par le CRAIF. Je sais qu'il y a des familles pour qui je dirige vers le CRAIF parce que c'est gratuit. Mais Oui. donc, le CRAIF, c'est qu'en Île-de-France et donc pour des parents qui n'y sont pas et où peut-être le CRA propose moins de formations. Oui, parce que le CRAIF, en fait, c'est le Centre Ressources Autisme, donc CRA, Île-de-France. Le IF, c'est pour l'Île-de-France. Est-ce que moi, ça m'intéresse aussi parce que tu vois, je voudrais. Il y a beaucoup de. Oh là là, trop de questions d'un seul coup. Excuse-moi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment de l'orientation. Tu vois, parce que les parents vont faire le dépistage. On va leur dire bon bah diagnostic, votre enfant est autiste. Euh, Dans mon cas, on a eu une chance incommensurable d'avoir un médecin psychiatre qui était informé il y a 10 ans. Je parle de ça, c'était il y a 10 ans en arrière. Donc, qui nous a orientés directement vers éducateur, éducatrice, donc un cabinet en libéral spécialisé ABA, certifié ABA avec une BC, enfin, psychologue ABA en lien avec une BCBA, etc. Pour les personnes qui savent pas, BCBA, c'est une psychologue qui peut venir en aide à la psychologue ABA. Donc, j'ai appris, je dis toujours ça, je raconte toujours cette histoire, j'ai appris tardivement que c'était une chance et non pas une norme, ce que j'avais vécu. Donc, est-ce que toi, euh, et donc dans votre cabinet, vous pouvez aussi faire, comment dire, de la transmission d'informations auprès de professionnels de santé qui sont en lien. Alors, je pense en priorité aux médecins traitants. On essaye. C'est pas toujours évident. En fait, ça va dépendre comment. En fait, c'est fou, hein, mais les professionnels qui veulent être sensibilisés, généralement, ils le sont déjà. Et les professionnels qu'on n'arrive pas à sensibiliser dans notre secteur, c'est parce qu'ils ne veulent pas, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Enfin, nous, on a un pédopsie pas loin de chez nous. En fait, il a de la place et donc les parents, ils vont pour des diagnostics TSA, mais ils ressortent de là. Bah, en fait, on leur a dit bah il fallait pas y aller parce que en fait, c'est pas le bon professionnel pour aller pour des diagnostics TSA parce que peut-être un peu trop psy-caca ou l'ancienne école, j'en sais rien. Et Un peu pro CMP. Attention. voilà. Mais on a un CMP à côté de chez nous, c'est l'enfer, mais vraiment, qui sont très psy-caca, ça parle beaucoup d'enveloppe corporelle, etc. Et il y a des parents qui veulent du coup en sortir et bah, on essaie de les accompagner. Mais en fait, ça leur dit, bah, si vous arrivez en retard, c'est un geste, c'est un acte manqué, c'est que vous voulez pas vraiment aider votre enfant. Quand les parents essayent de sortir du CMP, il y a des signalements qui sont faits parce que, Oui. enfin, du coup, c'est un enfer. Et le problème, c'est que bah, nous, face au CMP, qui est du coup en plus dans l'hôpital qui est à côté, on peut rien faire, on peut sensibiliser comme on veut. Oui, ça marchera pas forcément, quoi. C'est le professeur qui est à la tête de tout, et puis voilà quoi. Oui. Ok. Après, Bon. ceux qui sont ouverts à la sensibilisation, finalement, soit ils viennent vers nous, ou alors ils vont se former. Mais
c'est difficile, je trouve, d'essayer de... En fait, ceux qui le veulent déjà, ils le font. Ils le font déjà, oui, oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que, je le dis au public qui est là, parce que toi, tu es tout à fait informé de ce genre de choses, c'est que orienter vers psychoéducation, parce que c'est la psychoéducation, bah, enfin, c'est une ordonnance médicale en l'occurrence. Hein. Bon, bah, il y a un handicap, qu'est-ce qu'on fait? Psychoéducation. Voilà. Donc orienter vers les bonnes pratiques, en plus recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est quand même un minimum. Dieu sait que le militantisme est dur là-dessus. Mais je voulais savoir juste, par curiosité, si effectivement ça commençait en 2025 un petit peu à se détendre, est-ce qu'il y avait du lien transversal? Parce que je sais que sur mon secteur, on travaille beaucoup dessus, grâce notamment à la création des CPTS. Donc il y a des groupes de travail qui essayent, tu vois, de mélanger un peu tout le monde et on commence à y arriver. Timidement, mais ça arrive. Donc c'est Je plutôt sais pas mal. comment ça arrive, mais c'est parce qu'en fait, on commence à se faire un bon réseau. En fait, les familles sont tombées sur nous parfois un peu au hasard. Et du coup, quand ils revoient des médecins, des plateformes qui ont fait de diagnostic, il faut remonter. Ah bah non, mais on a rencontré telle ou telle personne et ça se passe super bien, on a une super prise en charge. Et donc, du coup, il y a une recommandation et un cercle qui se fait. Mais ça reste encore fragile, quoi. Ouais, ouais. C'est encore les balbutiements, quoi. Bon, Ouais, je bon, pense. c'était le point médical, quoi. On va pas tarder à terminer le live. Il y a quand même une question qui revient beaucoup, mais euh, Andrea, pour moi, on avait déjà commencé à y répondre, mais bon. Comment réagir lorsque l'enfant est en opposition? Faut-il le contenir lorsqu'il a un comportement inadapté, c'est-à-dire comportement défi? C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est pas que. Permets-moi de faire un petit point sur le terme comportement inadapté. Même si je l'ai employé par défaut, c'est un défaut de mon vocabulaire, je le corrige. Euh, si la personne autiste a un comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est pas inadapté, c'est que ça nous dit quelque chose et justement c'est une des bases aussi de la B1, c'est de comprendre ce que ça nous dit pour pouvoir apporter des réponses. Donc aujourd'hui on parle plus de comportement entre guillemets défi, voilà. Est-ce que c'est encore le meilleur terme ou pas? J'en sais rien, mais en attendant c'est comme ça qu'on le dit. Ouais, j'aime bien dire comme ça parce que je dis que c'est pas la personne qui a un défi, mais ses comportements. Et que Oui, on va essayer de trouver des stratégies pour qu'elle ne le soit plus. Alors, je vais donner une réponse qui n'est pas vraiment une réponse, mais en tout cas en ABA, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver la fonction du comportement. Tout ce qu'on fait, tous nos comportements ont une fonction. Si j'ouvre mon frigo, c'est parce que peut-être que j'ai faim, donc j'ai envie d'avoir accès à un aliment. Si j'appuie sur un bouton de ma télécommande, c'est peut-être que j'ai envie d'hausser le son parce que j'entends pas bien. Mais donc tout ça a une fonction. Et donc l'enfant, quand il a des comportements défis, ça a une fonction. Peut-être qu'il veut obtenir quelque chose, peut-être qu'il veut éviter quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose en termes de sensorialité qui est compliqué, euh, peut-être qu'il recherche votre attention, mais en tout cas, il y a ces possibilités de fonction. Et le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il le fait. Et donc, par exemple, s'il fait ce comportement-là parce qu'il y a quelque chose sensoriellement qui le dérange, et bah, peut-être qu'on va essayer de lui proposer des stratégies pour l'apaiser au niveau sensoriel, que ça l'aide à se réguler et que le comportement réduise. Il n'arrête pas de cracher sur son AESH. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie de travailler? Peut-être qu'il n'a pas accès à un renforçateur, donc forcément, il n'est pas content, donc il est en train de dire bah, j'ai pas envie de bosser, laissez-moi tranquille. Voilà, il a échappé à la tâche. Donc là, voilà. je veux dire que s'il cherche à échapper à la tâche, c'est qu'il faut trouver des choses pour le motiver. Et alors, ça passe pas que par des renforçateurs. Et c'est pour ça que je disais que l'ABA, on parle que de renfort, mais c'est pas ça. Ça va être faire du pairing avec l'AESH, parce que plus l'AESH elle est cool et plus j'ai envie de coopérer avec, peut-être que je vais repasser par une période où je propose que des activités qui sont acquises, faciles, plaisantes, pour que je retravaille juste un comportement de mise au travail. Peut-être que je vais mettre en place un renforçateur, mais vous voyez, c'est mon troisième point, le renforçateur. Il y en a déjà deux autres avant qui sont super importants avant qu'on arrive et qu'on dise ah bah renfo. Et une fois ça m'est arrivé d'arriver dans une classe et de dire à la VSH mais est-ce que vous jouez avec l'enfant? Et elle me dit bah je joue quand il est en classe, on fait les activités ensemble. Non mais jouez quand vous êtes en récréation avec lui, est-ce que vous lui courez après? Bah non, pourquoi faire? Et parce qu'en fait vous faites que lui demander de travailler, le pauvre, et donc essayer de vous associer à quelque chose de positif. Et donc elle a fait ça pendant 2 mois, je suis revenue 2 mois plus tard, et bah c'est beaucoup mieux. Ben, juste à titre informatif. Bon, l'exemple que je dis à chaque fois, mais ça va vraiment vous parler aussi les parents, c'est que donc au début on pouvait pas faire intervenir une éducatrice, on faisait intervenir que la psychologue. Donc j'ai subi de la guidance plus puisque la première éducatrice c'était moi.
Et je peux vous dire que les challenges, ils étaient costauds. Donc moi, mon fils m'a associé au travail, même s'il y avait des moments où on faisait du jeu, du pairing, ce genre de choses, il n'empêche qu'il m'a toujours associé à quelque chose qui relève du travail. Pour d'autres raisons aussi, que je ne vais pas dire là. Il y a d'autres sujets aussi qui font que. Si bien que quand il revenait, par exemple, du centre de loisirs où il était... alors, ils ont appris à accompagner mon enfant, c'est-à-dire qu'ils ont compris que bah, peut-être qu'il y a des moments où il veut pas être inclus, donc il faisait des balades en dehors. Il faisait son propre centre de loisirs. Il a manipulé tellement de monde. Et résultat des courses, à chaque fois qu'il devait rentrer à la maison, sachant que c'était moi qui étais là, il faisait des crises. J'ai failli avoir une IP, hein, je vous le dis tout de suite. Il faisait des crises parce que dans sa tête, bah, il quittait un endroit soit plaisant ou au contraire, il quittait l'école où il avait travaillé, puis il devait rentrer à l'école pour travailler. Donc c'était compliqué. Avec la psychologue, on a discuté et on s'est dit, bah, on n'a pas d'autre choix. Il faut faire un protocole maman cool. Et le protocole maman cool, moi il y avait un truc que je voulais pas faire, c'était lui donner la télécommande parce que c'est une télécommande qui permet d'aller sur YouTube, etc. Je voulais vraiment pas faire ça. Et ben ça a été tellement fort parce que ça s'est installé d'année en année. C'était tellement fort qu'on a été obligé de mettre protocole maman cool. C'est maman qui donne la télécommande dès qu'il rentre à la maison. Et à partir de là, le comportement, il s'est étendu. Dès qu'il me voyait, il était content. Peux vous dire que j'ai fait la fête à chaque fois que je le voyais. J'ai fait plein de choses. Eh bien, le comportement, quand il savait qu'il devait rentrer à la maison et que c'était moi qui étais là, c'était cool. Ça fait 2 ans qu'on fait ça et ça y est, ça s'est amélioré. Donc, des fois, on s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte. On se dit, mais pourtant, j'ai joué avec lui, pourtant, oui, mais il faut que ce soit des choses qui l'intéressent et qui soient doux pour lui et que ce soit pas toujours de la contrainte, quoi. Voilà un deuxième exemple. Pour enfoncer le clou. Les amis, il est 11h54. Merci beaucoup Léa d'avoir participé à cette interview. Bah, avec plaisir, merci. Merci d'avoir accepté. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'a plu? Bah Tu es ouais, obligé de dire oui. non, non, ça m'a plu. Bah ouais, ça m'a plu, c'était cool. Bon, bah écoute, merci à toi en tout cas de nous avoir expliqué tout ce que ça a impliqué, la BA. Est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut bah, déjà te trouver sur tes réseaux sociaux, mais aussi pour les formations, si tu veux, tu n'hésites pas, tu peux rementionner Bah, les euh, plateformes. globalement, Atypicool, c'est le même que ce soit sur Insta, où je suis beaucoup plus active sur Insta que sur TikTok, mais donc c'est atypi-du-bas cool. Et après, allez regarder sur Internet Planète TSA. Et elle est aussi sur Instagram et sur TikTok. Mais n'hésitez pas à venir nous voir ou nous poser des questions sur les formations, les programmes, etc. On est toujours là pour vous répondre. Merci beaucoup. Je vous souhaite, bah, merci à tout le monde d'être resté avec nous, d'avoir participé au live, de l'avoir fait, comment dire, de l'avoir partagé, d'avoir tapoté. J'ai vu qu'il y avait plein de monde qui avait tapoté très, 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 très longtemps. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonne journée, au Bonne revoir. journée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Active la cloche pour ne rien rater et lâche un pouce en l'air pour soutenir la chaîne.